Chapitre 13. Un départ mouvementé. Louis marchait. En silence, ses brodequins de cuir labourant un sillon de feuilles mortes, il marchait. Autour de lui, le sous-bois explosait en teinte et en odeur d'automne. Rouge ou jaune, la chevelure clairsemée des arbres agitait au-dessus de la tête ses couleurs fanées. À chaque pas qu'il faisait, le tapis de feuilles mortes arraché aux branches par l'orage lui gobait le pied avec un switch mouillé. Par là-dessus, 1000 odeurs venaient lui peindre à pleine narine la vie furtive de la forêt. Il les aimait, ces odeurs. Elles étaient l'empreinte de son pays. Celle de l'humus, riche, si lourde qu'on l'aurait presque pu boire. Celle des champignons, goûteuses ou repoussantes, quand certains vous jetaient au nez leur mise en garde silencieuse. En d'autres circonstances, ils se seraient peut-être arrêtés, Séverin et lui. Le nez dans les pentes, l'œil furteur, ils auraient traqué le cep. Le soir, ils auraient accommodé leur cueillette avec une bonne farce et se seraient régalé les papilles. S'ils avaient été en veine de chance, ils auraient peut-être même débusqué les trompes succulentes de quelques girolles qu'ils auraient grillées et arrosées de crème fraîche. Tout cela était bien loin à présent. Pour l'heure, en procession serrée, ils traversaient ces lieux qui avaient été leur terrain de jeu, comme si le diable lui-même reniflait leurs talons. Et à bien y penser, c'était peut-être le cas. Thierry ouvrait la marche, ses grandes jambes avalant les lieux, infatigable. Il devait bien lui rester dans la peau un peu du galou à celui-là, tant ses pas semblaient sûrs et légers. C'en était à croire que ses pieds effleuraient à peine le sol spongieux. Aucune racine, si vicieuse et fourbe fût-elle, ne parvenait à le faire trébucher. À bien y regarder, on trouvait dans sa démarche quelque chose du fauve en chasse, nonchalant et agile. Louis le suivait, se fiant à sa connaissance du pays pour en éviter les pièges qu'il tendait aux voyageurs imprudents. Silencieux et pensif, il ressassait, à s'en user la cervelle, ce que Thierry lui avait appris. Derrière lui venait Séverin. Le visage grave, muet et songeur, il collait au pas de son frère. Il devait bien ruminer sa portion de soucis, lui aussi, car, friand comme il en était, il n'accorda pourtant même pas un regard à quelque niché de cèpe gras à souhait qu'il aurait d'habitude fait stopper net. Fermant la procession morose, emmitouflée dans un surcot en peau de mouton couvert de laine blanche, venait la roussotte. Ainsi équipée, le cheveu long et en bataille, bouclée et roux sans diable, elle ressemblait à un écureuil juché sur une brebis à forme humaine. Elle aussi était muette pour une fois, et jouait les suiveuses, du souci plein le front, triste et déterminée. Quand ils avaient quitté la maison de la vieille Gisèle 20 minutes auparavant, les ombres des arbres échevelés commençaient déjà à s'étirer, griffant l'herbe folle de leurs doigts maigres, crochus et furteurs. À l'ouest, les pentes du Puy-Marie se calfeutraient dans leurs manteaux de nuit. Les quelques nuages qui paraissaient encore dans le ciel essoré s'ensanglantaient. Ils avaient dit au revoir à leur bienfaitrice, de la reconnaissance encore plein le ventre. Elle leur avait répondu avec tant d'empressement et de douceur que Louis en avait presque cru quitter sa propre grand-mère. Ça lui avait même pincé le cœur quand ils avaient vu disparaître la petite chaumière et sa propriétaire derrière les premiers troncs. Cette masure, pour simple et perdue qu'elle soit, champignon de pierre et de paille aussi rond et douillet que sa propriétaire, couronnée d'un panache de fumée paresseux, il la garderait soigneusement dans un recoin de son cœur. Il y avait quand même quelque chose qui lui turlupinait un peu la curiosité. Quand la roussotte, son sac accroché à un bâton de marche, avait dit au revoir à sa grand-mère, ça en avait fait des effusions. Les deux souffrées s'étaient serrées à n'en plus distinguer l'une de l'autre et avaient échangé fournées de bises et d'embrassades. Des mots étaient passés de bouche à oreille dans un sens et dans l'autre. Plus Louis y pensait et plus il trouvait que ça en faisait beaucoup des simagrées pour une simple course. Il ne pouvait s'empêcher de songer que cette rusée de roussotte lui mijotait quelques entourloupes.
Mais il avait autre chose pour lui occuper la tête. Il avait beau faire, ouvrir tout ce qu'il avait de narines, tendre ses oreilles à se les entortiller sur elles-mêmes, s'exorbiter les yeux à s'en retrousser les paupières, il avait l'impression d'être sourd, aveugle et dépourvu d'odorat. Cette désagréable impression, il savait d'où elle lui venait. Le galou, celui qu'il avait en lui, se moquait de lui montrait sa faiblesse. La nuit dernière, quand, tout de muscles, de poils et de griffes, il avait suivi le galou blanc et emprunté ce même chemin, les bois lui étaient apparus avec une incroyable netteté. Il se rappelait avoir reniflé le fumet du moindre lièvre à des centaines de mètres à la ronde, perçu la cavalcade affolée d'une marmotte en panique à une lieue de là, et percé la nuit noire de son regard jusqu'aux pentes des montagnes. Maintenant, la plus belle portée de levreau qu'on eût jamais vue aurait bien pu le narguer à 10 mètres de là qu'il n'en aurait rien su. Ça le dérangeait, Louis, de songer à ces choses, et ce d'autant plus qu'il sentait bien que l'autre Louis, le Louis Galou, riait de tous ses crocs et lui rappelait son existence. Encore tout à ses pensées, il revint à l'instant présent pour se rendre compte qu'il était arrivé à la cascade du Luc. Déjà, Thierry empruntait le sentier abrupt menant à la vallée, le long de la chute. L'ombre commençait à s'épaissir et à préparer la soupe nocturne. Il lui fallut bien arrêter ses cogitations pour se concentrer sur le travail de ses pieds. C'est que la cascade, pour jolie qu'elle fût, roulant depuis la montagne ses eaux pures autant que froides, vous ouvrez une gueule de pierre noire, lisse à souhait, glissante et mauvaise comme peu de garces. Même l'été, quand les jeunes du village venaient se tremper dans la cuvette de roche, il fallait avoir le cœur bien accroché pour s'en aller mettre la tête sous la cataracte. Ça vous tombait dessus de plus de 20 mètres, glacial à vous en faire grelotter un ours, des drues comme des hallebardes. On n'y tenait pas longtemps et les paris allaient bon train. Louis se souvenait d'une fois où, plus têtu ou bête que les autres, il y était resté 10 minutes. Il en avait grelotté toute l'après-midi et Séverin l'avait traité d'imbécile pendant 3 semaines. Mais c'était une chose que de se baigner en bas, une autre d'emprunter le chemin. En fait de chemin, d'ailleurs, c'était plutôt une sente, à peine une ornière de terre boueuse saupoudrée de feuilles humides, crevée de racines entortillées et zébrée de branches basses. On la craignait, cette bougresse de piste. Raide et violente, elle vous plongeait dans ce trou d'ombre entre les arbres et la falaise, avec un empressement malsain. Et vicieuse par-dessus le marché. Elle vous glissait sous les pieds de ces roches lisses et méchantes, rendues plus dangereuses encore par l'eau de la chute. Un pas de travers, un instant d'inattention, et hop! Vous disparaissiez dans ce trou d'enfer qui vous gobait en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire. Le lendemain, on vous retrouvait émietté sur quelques rochers en dents pointues, les membres en désordre et la cruque en morceaux. Plus d'un inconscient ou d'un pressé, trop désireux de rentrer au village avant la nuit, en descendant des estives, avait payé son dû à cette bouche à diable. Les uns en avaient été quittes pour une boiterie ou un bras en esquille, et les autres... Autant dire que dans cette obscurité qui se faisait complice à meurtre, fouettés par les gouttelettes d'eau, les 3 adolescents prirent bien soin de s'agripper aux racines ou aux branches pendantes que les arbres secourables voulaient bien leur tendre. Thierry, lui, ne ralentit même pas, à le croire encore griffu pour s'accrocher ainsi à la pente. Ils le rejoignirent tout de même en bas en un seul morceau. Le village n'était plus très loin à présent. Ne les en séparait plus qu'une langue de bois et quelques champs en jachère. Alors, dans l'ombre qui grignotait rapidement la vallée, Louis se tourna vers le galou et lui demanda, assez fort pour couvrir la voix grondante de la cascade: « Qu'allons-nous faire quand nous arriverons au village ?» Thierry, qu'il distinguait à peine dans l'obscurité hirsute du sous-bois, lui répondit: « Nous allons récupérer vos affaires et le dernier versement que j'ai laissé à cet escroc de Marfond hier soir. Et nous partons. » Partir? Maintenant? Quitter Mandaille? Ceux qu'ils avaient toujours connus? Ils avaient beau en avoir parlé pas plus tard que 2 soirs auparavant, Séverin et lui, et avec sérieux encore. La réalité soudaine de ce déchirement leur mordait le cœur. Pour sûr, ils ne regretteraient pas le chevalier et sa famille. Mais le pays, leurs amis, le père Georges, Mado et les montagnes. Ce fut Séverin qui se lança, et ça sonnait bien triste dans ses syllabes. Maintenant?
Mais il va faire nuit, et nous n'avons dit au revoir à personne. Ce n'était pas la peine qu'il en dise plus. Louis savait bien à qui il pensait, Séverin. Elles étaient encore fraîches dans sa mémoire, les embrassades à lui user le minois que son frère avait donné à Roselyne. Lui qu'il commençait à considérer comme son oncle ne voulut rien savoir. Le plus tôt sera le mieux. Moins de personnes seront au courant de votre départ, plus je m'estimerai satisfait. Nous allons prendre mon cheval et ma carriole et mettre le plus de distance possible entre nous et ceux qui vous cherchent avant le matin. Louis se raidit et s'exclama à son tour. Mais ils ne peuvent pas être déjà au courant de... Enfin, qui pourrait? N'importe qui, n'importe quoi. Marsac a des yeux et des oreilles partout, souvenez-vous bien de ça. Hommes, bêtes, il les subjugue, et ils voient et entendent, reniflent pour lui. Ce diable pourrait bien nous observer en ce moment même que nous n'en saurions rien. S'il avait voulu leur faire mousser l'angoisse, Thierry ne s'y serait pas pris autrement. Les bois, pourtant familiers, leur paraissaient soudain hantés de malveillance, à telle enseigne que, quand une chouette ulula non loin, ils en sursautèrent presque. Louis tentant, en désespoir de cause, essayons de mettre un peu de raison dans ce brouet de terreur. Mais pourquoi nous chercherait-il? Nous n'avons rien fait qui puisse. Le rire de Thierry fusa, moqueur, lui écorchant les nerfs. Et une malbeste épluchée retrouvée en plein champ au petit matin, Louis. Ça n'est rien, selon toi? Les nouvelles vont vite quand elles sont de cet acabit. Tu peux être sûr que le soir même on le savait jusqu'à Aurillac. Et si on le sait jusqu'à Aurillac, autant dire qu'on le sait à Tolosa. Et ne va pas croire que le vicomte va avaler que c'est ce vantard de Marfon qui a fait son compte à la malbeste. Il est aussi perspicace que mauvais, et Dieu sait qu'il l'est mauvais. Il comprendra tout de suite. C'est une question d'heure à présent. C'était bien là la dernière des choses qu'il avait envie d'entendre. Partir de Mandaille était déjà bien suffisant pour vous ébranler son montagnard casanier et pris de ses sommets. Mais partir avec quelque diablerie tout droit échappé de l'enfer au derrière. Louis n'en trouva plus rien à dire. La langue soudain engluée de trouille. Chapitre ni Séverin ni la Roussotte n'étaient en veine de parole non plus. Et Thierry les pressait déjà. Suivez-moi, et vite. Et de se remettre en marche, le pas décidé, à croire qu'il sentait déjà sur sa nuque le souffle de leurs poursuivants. Plantés là, dans l'ombre mouillée de ce trou à fantôme, les trois gamins grelottants, claquant tout ce qu'ils avaient dedans, s'empressèrent de le suivre. Ils n'allèrent guère loin. Ils arrivaient à peine à l'orée du bois, assez proche de la grange où Séverin avait si bien nettoyé la figure de Roselyne que Louis manqua de percuter le galop. Il stoppa si brutalement sa course que ses deux compagnons, moins vifs que lui, vinrent s'entasser dans son dos en un tas confus de bras et de jambes. En toute autre circonstance, Louis y aurait bien trouvé matière à rire. Il eût moulu à son frère un plein tombereau de moquerie sur sa maladresse, mais pas ce soir-là. Quand l'enfer a porte ouverte sur le monde des hommes et vous veut pour paroissien, on en vient à perdre le sourire. Et s'il n'avait pas vu l'enfer, Thierry, ce qu'il venait de découvrir ne lui plaisait pas, et ce qui pouvait inquiéter un galou, Louis n'avait guère envie de le savoir. Le nez en l'air, tendu à la nuit, Thierry humait les ténèbres à petits coups nerveux. Ça vous inquiétait de le voir faire. On l'aurait dit chien tout à coup, tout en truffe, essayant de capturer un filet d'odeur qui lui échappait. Louis était presque sûr que le loup lui poussait sous la peau, prêt à sortir. Les trois adolescents, eux, n'en finissaient plus de retenir leur respiration quand, soudain, s'arrêta le manège de leur guide. Ils le virent se redresser, raide comme un piquet, mouture d'homme et de loup qu'un effluve suspect venait d'alerter. Et suspect, il devait l'être pour le quiller comme ça, paquet de nerfs et de muscles crispés qu'on aurait dit plonger dans un bain d'amidon. Louis sentait Séverin, et même cette diablote de Roussotte, se resserrer autour de lui et du galou. Ça ne le rassura pas de se dire que cette souffrée de rouquine, elle aussi, ne se sentait pas tranquille. Alors Thierry leur lança, sans se retourner, en un murmure sec et impératif. « Venez vite, et en silence surtout. » Pour être silencieux, ils le furent, lui collant au talon tel un troupeau de brebis grelottantes. C'est qu'il leur avait pas si l'envie de bavarder, Thierry, et même les battements de leur cœur leur semblaient trop forts. Ils ne devaient pas encore être assez silencieux au goût du grand galou, car ils l'entendirent une ou deux fois grommeler sur leur maladresse, quand leurs pieds froissaient quelques feuilles. Lentement, ils progressèrent vers l'orée du bois.
Et soudain, Louis comprit ce qui avait inquiété son oncle. Alors qu'ils avançaient, ça lui grimpa dans les sinus, âcre, déplaisant. Lui titilla quelques parties de cervelle où la bête réagissait plus vite que l'homme. Une odeur déplacée, pas vraiment déplaisante, mais qui vous soulevait quelque ancienne terreur commune à l'homme et au loup. Une odeur de destruction, de fumée. Pas celle d'une bonne flambée, non. Celle d'un feu sauvage. Un feu qu'on ne maîtrise pas et qui mord à belles dents tout ce qui l'entoure. Un incendie. Puis vint la lumière. Vive, hargneuse, mauvaise comme bête enragée. Elle dansait et sautait, rouge, derrière les derniers troncs. Ça devait bien brûler là-bas, pour jeter ainsi des éclats de brasier jusque dans le sous-bois. 3 pas encore, et ils purent enfin profiter du spectacle. Pour les 2 garçons, la vue qui s'offrit à eux avait des allures de fin du monde, d'un certain monde, le leur. Par-delà le champ et la rivière, le château brûlait. Les flammes lui sortaient de partout, violentes, frétillantes comme des langues de vipères. Voraces, elles dévoraient le toit et les volets de la bâtisse avec une gourmandise insatiable et goulue. Tout le village en était éclaboussé de rouge et semblait trembler au rythme du brasier, comme un mirage sur chemin chaud. Cette demeure, ils ne s'y étaient jamais sentis assez bien pour la considérer comme leur foyer, mais la voir ainsi monter dans la nuit en panache gras de cendres, les 2 garçons se sentaient soudain un peu plus orphelins et totalement perdus. S'il leur avait fallu une dernière preuve que leur univers venait de se briser en éclats tranchants, elle était là devant leurs yeux. Tout ce coin de vallée en était ensanglanté, des pierres aux arbres. Et ça ronflait par là-dedans, comme 1000 abeilles en fureur, grignotant poutres et charpentes, engloutissant tout ce qui avait été leur vie. Louis s'en serait saoulé de ce lugubre spectacle, à en avoir l'estomac dans la gorge, mais ce qu'il découvrit, dans la cour inondée de lumière sanglante, lui fit oublier tout le reste. Il ravala un hoquet de terreur qui lui griffa les entrailles au passage, refusant de se laisser museler. Ils étaient 4, bondissant et courant dans les éclaboussures ardentes du sinistre. Énorme, noir à vous en intimider la nuit elle-même, hirsute de poils et déchaînés, des galous noirs. À les voir ainsi danser leur gigue infernale devant l'incendie, Louis comprit qu'il n'avait jamais vraiment su ce qu'était la peur. C'était chose faite à présent. Se savoir galou soi-même était une chose, découvrir le galou blanc qu'était Thierry. Aurait suffi à vous envoyer à l'église et à n'en plus rater une messe jusqu'à votre mort, mais ça... Thierry, sous sa forme velue et tout terrifiant qu'il fût, conservait une noblesse et une grandeur que même le poil blanc ne parvenait pas à étouffer. Pas ces créatures-là. Elles étaient au galou blanc ce qu'un loup enragé peut être au chien de berger. Cela, il vous montait tout droit de l'enfer. De l'homme, ces ombres sauvages et terribles avaient hérité assez de bras pour vous attraper et vous brandir torches. Et quels bras, larges comme des troncs d'arbres noueux et méchants. Du loup, ils avaient bien les pattes, la queue et la gueule, mais le reste, c'est aux malins qu'il fallait en attribuer la paternité. Rien qu'à les voir courir et sauter, moitié debout, moitié à 4 pattes, comme ne parvenant pas à se décider entre l'homme et la bête, Louis sentait des frissons de dégoût lui remonter jusqu'à la glotte. Et ces bêtes tout en gueule, larges à vous engloutir un jambon d'une seule cisaillée de mâchoire, aux oreilles pointues comme peu de cornes, même un loup les aurait reniées. Au milieu d'eux, tache d'encre détestable et immobile, plus terrible encore que les autres, se dressait un cavalier. Il montait un cheval monstrueux, aussi puissant que lourd et nerveux, la robe comme de la poix, caparaçonné en guerre, aux yeux luisants et vicieux. Du maître on ne voyait rien, enveloppé qu'il était dans un manteau plombé qui lui faisait comme un suaire. Même d'ici, Louis pouvait sentir les relents de méchanceté et de malfaisance qui l'environnaient, comme une odeur presque palpable. Celui-là était pire que tous les autres réunis. Et au sabot de son destrier, Louis découvrit ce qui restait de la famille de Marfont. Ils étaient tous là, tabrisés et immobiles. Même d'ici, il était évident qu'ils ne se relèveraient plus. Louis, pas plus que Séverin, ne pouvait dire qu'il les portait dans son cœur, c'eût été mentir. Mais il ne leur en souhaitait tout de même pas autant. Le souffle lui manqua.
Il se mit à trembler des pieds à la tête. Mais Thierry était là, qui se tourna vers eux et les attrapa par les épaules, les secouant rudement. « Écoutez-moi, vous deux. » Alors qu'il le fixait hébété, il les rappela à l'ordre d'un bon coup de gueule. « Écoutez-moi. Vous allez partir par les bois, contourner le village, puis marcher dans la rivière sur une lieue. Après, vous continuerez en restant sous le vent. Vous m'entendez ?» Louis se contenta de fixer le galou, le regard vide. Ce dernier ne l'entendait pas de cette oreille qui lui donna une nouvelle bourrade à lui démonter l'épaule. « Tu m'entends, Louis? Vous ne vous arrêterez que quand vous ne pourrez plus marcher. Trouvez une étable, enfin, n'importe quel endroit où l'odeur soit forte, et dormez. Il faut que vous descendiez jusqu'à Aurillac. Une fois en ville, allez rue des Forgerons et cherchez Mestre le Breton. C'est un ami dévoué et l'honnêteté fait homme. Il vous cachera le temps que je vous rejoigne. » Louis, qui commençait à comprendre ce que sous-entendaient les paroles de Thierry et ne l'appréciait pas du tout, protesta. « Vous attendre? Mais non, je... » « Ne discute pas et écoute. Si d'ici 2 semaines je ne suis pas de retour, partez. Prenez le chemin de Brive et rendez-vous au Tour de Merle, vous m'entendez? Là vous trouverez Lionel de Roquevieille. Il est des nôtres. C'est lui qui sera ton maître, Louis. Mais tu devras le convaincre de ton identité, ou il pourrait bien vous croquer avant de t'écouter. Il est méfiant et n'aime pas les visites. N'oublie pas. Dis-lui que tu es le fils de Jeanne de Castelroc et que c'est moi qui t'envoie. » Sa voix monta d'un ton. « Surtout, n'oubliez pas, ne parlez à personne plus que nécessaire. Marchez en dehors des routes le plus souvent possible, et tant que vous le pouvez. Couvrez-vous le visage, ne faites rien qui puisse vous faire remarquer. » Comme si ça ne suffisait pas à terroriser les 2 garçons déjà saoulés de peur, il ajouta. « La traque commence, et notre bataille aussi. Vous ne pouvez plus vous permettre la moindre erreur. » À cet instant, un hurlement puissant, détestable et sinistre leur martyrisa les oreilles. Ça tenait du feulement de chant en colère autant que du sifflement de vipère. Ça vous épluchait les nerfs à vif et vous donnait à entendre un avant-goût de l'enfer. Ils se retournèrent tout d'un bloc. Ce fut pour voir le cavalier tourner vers eux, tendu sur l'encolure de son cheval comme rapace vers sa proie. Il pointait une main aux doigts griffus juste dans leur direction. Et ces contrefaçons d'hommes et de loups de se figer en plein geste, puis pivoter vers eux d'un seul mouvement. 4 paires d'yeux luisants comme pierres à maléfice, perçants et mauvais, se braquèrent sur eux. 4 sourires carnivores vous exposèrent des rangées de dents, à en mâcher même la pierre. Puis vinrent les hurlements, interminables, vibrant d'une allégresse cruelle et affamée. Une bourrade? Thierry leur hurla. « Fuyez !» Et déjà dans ses yeux à lui, ça s'agitait, ça changeait. Le bleu doux viré au jaune perçant, il se retourna d'un coup, rejetant son manteau et se mit à courir vers le village, vers les monstres. Ce fut avec une fascination terrifiée que Louis vit la silhouette de cet oncle, qu'il venait à peine de découvrir, se métamorphoser sous ses yeux. 6 pas et déjà son corps se transformait, ses épaules s'élargissaient, sa poitrine se faisait plus puissante, sa taille plus svelte, ses bras plus longs, plus noueux, plus larges, alors qu'il se dépouillait de ses défroques humaines comme d'une peau inutile. 10 de pas de plus. Sur son corps, à présent nerveux et puissant, tout en muscles saillants, une vague ondula, une vague blanche et velue qui le recouvrit d'un manteau immaculé. Le galou blanc fut là, énorme, majestueux, qui se ruait comme le vent vers les 4 démons noirs, hirsutes et bondissants. La rivière, il la franchit d'un seul bond de ses pattes puissantes, s'arrachant au sol pour fendre l'air en poissées de cendres. Un des galous noirs voulut l'intercepter alors qu'il se recevait à peine sur l'herbe du pré devant le château. Mal lui en prit. Tourbillon blanc de crocs et de griffes, de sauvagerie libérée et de puissance terrifiante, le galou blanc le saisit en plein vol, si vite que Louis eut peine à suivre son mouvement, trop rapide, trop vif. Il le projeta sur le pont à 15 mètres plus loin. Le noir s'y écrasa avec un aboiement bref et plaintif, et un bruit de bois que l'on casse. Son corps tordu s'abattit dans la rivière dans une gerbe d'écume. Son vainqueur ne le regardait déjà plus et se tournait vers ses autres assaillants qui, méfiants soudain, lui tournaient autour comme une meute affamée. Son pelage immaculé renvoyait la lueur des flammes en éclats couleur de bronze. Tout d'un coup, Louis ne vit plus en lui le monstre ou le prédateur, mais une espèce d'archange vengeur, mi-homme, mi-loup, affrontant les armées des enfers. Il en était fier, Louis, soudain, de cet oncle-là, cet oncle galou qui, pour le sauver, déchaînait son pouvoir sur ces émissaires de Satan.
En lui, il sentait l'autre Louis, le Galou, qui cognait, griffé, excité par ce spectacle, désireux de sortir pour se joindre au duel, se déchaîner lui aussi aux côtés de son parent. Ça lui monta aux lèvres du fond des tripes un germe de grognement qui lui siffla entre les lèvres. Alors une main lui agrippa l'épaule, une main fine. Une voix pleine de terreur lui hurla à l'oreille. « Viens, allez, viens! Écoute-le ou il aurait risqué sa vie pour rien !» Alors qu'il ne bougeait toujours pas, on secoua sa manche une nouvelle fois. « Mais viens donc, bougre d'imbécile! Tu veux donc tous nous faire tuer ?» La Roussotte. Se souvenant brusquement de sa présence, il se tourna vers elle pour la découvrir, blanche à en faire peur à un spectre, mais déterminée. Alors il articula, ne sachant même plus d'où lui venait la faculté de parler, et s'arraclait de bizarres manières dans sa gorge. Les airs commençaient à rouler des cailloux. « Rentre chez toi, la Roussotte. Tout cela ne te concerne pas, rentre vite. » Mais la drôlesse ne l'entendait pas de cette oreille. Même si des frissons lui parcoururent la main, elle regimba. « Idiot, tu ne comprends rien à rien. Il te l'a dit. Tu n'es pour eux qu'un louveteau. Ils te tueront. Allez, viens !» Il y aurait bien fait lâcher prise, Louis, à cet instant. Pour faire quoi? Il l'ignorait, mais pas le Galou qui, au fond de lui, tirait et grognait pour s'échapper. Seulement Louis, malgré le désir sauvage qu'il avait de se joindre à la bataille, de mordre et de griffer, avait bien trop peur de le libérer, ce Louis velu. Lui donner son corps une fois encore pour n'en plus reprendre le contrôle? Pour dévorer Séverin ou la Roussotte, ou les deux? Non, 1000 fois non. Et pourtant, quelle envie il avait de se laisser aller. Séverin décida pour lui. « Le cavalier, il vient par ici !» Ces paroles fouettèrent Louis comme un coup de trique. Un regard par-dessus l'épaule lui suffit pour découvrir que son frère avait raison. Là-bas où, dans un mélange de fourrure blanche et noire en fureur, ça se griffait et se croquait comme 1000 loups déchaînés, le cheval d'enfer s'était mis en branle. Contournant la mêlée, il se dirigeait vers eux au grand galop. Sous la capuche, il sentait le lorgner un regard fixe et venimeux, un regard froid et patient qui lui glissa sur le corps et le visage comme une limace visqueuse et empoisonnée. Alors, attrapant Séverin et la Roussotte au passage, le Galou en lui, hurlant et le traitant de lâche, il se mit à courir vers les bois, à courir, à s'en faire péter les veines. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité griffue de la forêt. Les ténèbres vous pesaient dessus comme une toile épaisse. Aveugles, ils se fiaient à leurs pieds pour remonter le chemin qu'ils venaient de parcourir. Ils se guidaient au bruit du cours d'eau et au grondement de la chute pour retrouver la cascade. Et déjà derrière eux ça martelait l'humus de méchante manière, bruit de sabots ferrés et énormes martyrisant le sol meuble du sous-bois. Qu'espérait-il en allant par là? Regrimper le sentier de la cascade, déjà traître en plein jour, au risque de s'y briser les membres? Ma foi, à cet instant, rien ne leur semblait trop dangereux pour semer leur poursuivant infernal. Mieux valait périr fracassé sur un rocher que de tomber dans les mains de celui-là. La chute, ils y parvinrent. Elle grondait à côté d'eux, ces nuages de gouttelettes glacées leur poinçonnaient le visage de 1000 aiguilles. Mais ils n'allèrent pas plus loin. Avec un cri de surprise, Séverin dérapa soudain sur une roche traîtresse et bascula dans la vasque du torrent. Louis et la Roussotte s'arrêtèrent simultanément et s'apprêtaient à lui porter secours quand le cavalier surgit. Le tonnerre de la cataracte leur avait masqué son approche. Louis avait cru avoir plus d'avance. Il s'était trompé. L'autre fut là, déboulant de l'obscurité, comme vomi par la nuit, à 3 pas de lui à peine, les dominant de toute sa taille et de celle de sa bête. Et même là, dans l'obscurité de gouffre qui les entourait et les étouffait comme chape, Louis le vit. Sa malveillance, sa méchanceté, elle lui suintait de tout le corps, tellement bien que sa forme haïssable et encapuchonnée semblait même en percer les ténèbres d'un noir plus profond, plus poisseux, souillé. On aurait dit que l'ombre elle-même refluait à son approche, de peur de se salir. Et par là-dessous, dans les replis de sa capuche, Louis vit un œil unique, énorme et rouge, qui le fixait. Ce n'était pas l'œil d'un loup, non, c'était celui d'autre chose, quelque chose de plus mauvais qu'un loup, de plus calme, plus sinueux, un œil fixe et luisant d'une froide malveillance qui ne sciait pas. Et ce qu'il y avait dans cet œil-là, seul diable en savait quelque chose. C'était un regard en creux,
Un regard qui n'offrait rien, mais voulait tout, qui vous fascinait, vous capturait l'œil pour vous aspirer le cerveau par les prunelles et le dévorer, lui et tout ce qu'il contenait. Amour, espoir, rêve. Et celui à qui appartenait cet œil tendit une main vers lui, une main longue aux doigts fins et presque délicats. Il ne portait pas de poils, ces doigts-là, mais ils n'étaient pas humains pour autant. Quelque chose les recouvrait, quelque chose qui luisait, comme les écailles des poissons ou des reptiles. Enfin, une voix s'éleva, un murmure à peine, onctueux et sifflant, qui vous révulsait l'estomac et vous hérissait le poil, tant il venait agiter en vous des peurs anciennes, celle de la mort rampante tapie dans l'herbe. C'est fini, Louveteau. Un rire s'éleva, sec et crissant, comme le bruit de cendres qu'on écrase. La course n'aura pas été longue. Ce rire, il lui racla sur les nerfs comme couteau sur les dents, lui lança des escarbilles de terreur tout le long du dos, tant il charriait de malignité, de cruauté glacée, de joie perverse. Instinctivement, alors que le cavalier se penchait un peu plus, telle une vipère sur la souris qu'elle vient d'acculer, Louis se plaça entre lui et la roussotte. C'était lui que voulait ce démon, et il devait laisser à la petite sorcière le temps de s'en aller. C'est qu'elle lui était insupportable, soudain, l'idée même que cette horreur à 5 doigts puisse la toucher, la salir de son contact. Et plus la main approchait, plus l'autre, Louis, griffait, rognait pour sortir, lui hurlait de le libérer, que seul lui pouvait affronter la chose qui se dressait là, évadée des enfers. Il était bien près de se laisser aller, tenaillé par la peur et le désespoir, ne voyant pas d'autre issue que celle-là. Déjà, il sentait ses muscles et ses os se mettre à bouger, investi d'une force terrible, désireuse de sortir. Sa main le lançait d'inquiétante manière, ses lèvres se retroussaient, sa gorge vibrait d'un grondement qui ne demandait qu'à s'échapper. Un bruissement s'éleva, un froissement précipité, comme aurait pu en produire une centaine d'ailes maladroites touillant avec colère l'encre de la nuit. Ça s'abattit sur le cavalier et sa monture, telle une vivante pluie. D'un seul coup, des dizaines de formes empressées vinrent se ventouser sur le cheval et son maître, leur faisant en seconde cape grouillante. L'énorme étalon hennit et se cabra. Le monstre, surpris, jurant et sifflant à s'en emmêler la langue, déséquilibré, vida les étriers, moulinant un instant des bras pour retrouver son équilibre. En vain, enveloppé qu'il était par la nuée furieuse, il tomba et heurta la roche au bord du torrent. Alors, dans un cri libérateur, Séverin surgit de l'onde glaciale dans laquelle il s'était racrapoté comme truite sous rocher. Il eut un bref éclair de métal pâle. La dague d'argent s'enfonça jusqu'à la garde dans la jambe du cavalier jeté à terre. Le hurlement qu'il poussa alors aurait fait détaler jusqu'aux gargouilles de pierre qui ornaient les piliers de l'église. Si on avait écorché vif le rejeton monstrueux d'une femme et d'une couleuvre, on eût peut-être obtenu un tel cri qui eût fait fuir les bêtes à des kilomètres à la ronde. Celui-là, on ne l'avait pas écorché, mais la dague de Thierry avait tout de même dû lui faire bien mal pour qu'il en pousse une pareille musique à vous cailler le sang dans les veines. Même son cheval en prit peur et détala bruyamment. Quant à lui, il repoussa Séverin avec une telle force que ce dernier alla s'écraser dans la cuvette avec un cri étouffé, mais sans lâcher son arme. Alors leur poursuivant diabolique se releva, tenant sa jambe blessée à deux mains et leur dédiant un regard sulfureux, articula difficilement tant il sifflait et soufflait. « De l'argent, maudite vermine de gosse, je vous briserai les os un par un pour ça. Oh, comme je vais vous faire souffler. » Il n'en dit pas plus, il n'en eut pas le temps. Le froissement membraneux revint et l'environna à nouveau, nuage de poils et de cuir furieux. Glapissant de rage, il battit des bras tant et si bien dans ses efforts pour se débarrasser de ses assaillants innombrables qu'il tituba en arrière. Pour demi-démon qu'il soit, la cascade du Luc le goba comme les autres. Diminué par sa blessure, il bascula dans le torrent. Moitié roulant, moitié cognant, secoué par-ci, par-là, renvoyé d'une pierre à l'autre, il fut emporté et disparut dans la nuit. On aurait dit que la rivière elle-même s'empressait de débarrasser son lit de sa malveillance, de peur d'en être contaminée, elle pourtant déjà mauvaise. Le calme revint, le torrent glougloutant goulûment ce qu'on lui avait jeté en pâture. Une fois n'est pas coutume, il en mâchait un qui ne l'avait pas volé. Alors,
Tremblant, le Galou encore à fleur de peau, le cœur lui pompant si bien dans la poitrine qu'il semblait vouloir lui passer à travers les côtes, Louis respira une pleine bolée d'air froid. C'était comme si la fraîcheur mordante de la nuit amicale, pour le coup, le lavait des glaires de diablerie que l'autre lui avait laissées dessus. Lentement, avec effort, il repoussa le Galou qui, déçu de n'avoir pu se libérer et profiter de sa faiblesse, lui mordait encore les tripes. Et ce n'était pas chose facile, le velu n'en voulait pas démordre. Soudain, quelque chose pesa contre son dos. Il se retourna juste à temps pour recevoir la Roussotte dans ses bras. Elle ne tenait plus sur ses jambes, la petite maldiseuse. Il dut la soutenir pour qu'elle ne s'effondre pas. Qu'est-ce qu'il avait ainsi épuisé? L'émotion, sûrement. Un cœur de fille, se disait Louis. Ça défaille facilement, et après tout, ce qu'il venait de vivre, ça vous en aurait terrassé d'autres, filles ou garçons, et des bien bravaches encore. Et là, ce petit visage envahi de boucles rouquines contre son cou, qui lui lançait dans les narines des parfums de bois, de fougères et de cette sueur douce, presque sucrée à miel. Serrant ce petit corps de fille fatigué contre le sien, il s'en moquait bien. Sous la pelisse de mouton, il sentait la jeune poitrine de sa sorcière protégée se soulever précipitamment. Ça le rassura et le troubla à la fois. Ce n'était pas un grand romantique, Louis, à son âge, on l'est rarement. Ce qu'il connaissait des filles se résumait au glapissement strident qu'elles poussaient près de la rivière quand on les aspergeait d'eau glacée. Mais là, pour le coup, avec cette demi-diablesse dans les bras, il se sentait une tendresse qu'il ne se connaissait pas lui ramollir le cœur. Il serait bien resté ainsi quelques instants de plus, Louis, ça ne l'aurait pas dérangé. Mais pour une fois, et ce n'était après tout que justice, ce fut Séverin qui lui gâcha sa romance à peine entamée. C'est pas que j'aime pas l'eau, mais j'ai déjà pris un bain il y a 3 jours, et là, elle est vraiment froide. Elle était tellement faible, cette voix, et si entrecoupée de claquements de dents que Louis l'aurait à peine reconnue. Honteux d'avoir un instant oublié son frère, fouetté par l'urgence de son ton, il demanda à la Roussotte, pressé. « Ça ira ?» Un vague murmure qu'il fallait bien prendre pour un oui lui répondit. Il se rua vers la vasque de pierre où ça bouillonnait comme chaudron sur le feu. Le grondement de la chute lui étourdissait les sens, et il chercha avec angoisse, dans l'obscurité à présent totale, la forme de Séverin. Peine perdue, autant vouloir scruter un puits une nuit sans lune, et pourtant, il fallait qu'il voie, il le fallait. Ses yeux s'habituèrent-ils à l'obscurité, ou la lune ne venait-elle de pointer son nez blême derrière les montagnes? Toujours est-il qu'il fit soudain beaucoup plus clair. Dans la pénombre à présent grisâtre qui l'environnait, il distinguait nettement la falaise, les rochers mauvais qui encombraient la cuvette, et Séverin. Son frère s'était à moitié tiré hors de l'eau et accroché à une branche aussi moussue que tortueuse. Il résistait tant bien que mal au courant, et pour l'heure, plutôt mal que bien. En 3 pas, Louis fut à son côté. Alors même que la main de son aîné dérapait, griffant le lichen de tous ses ongles, il lui saisit le poignet. Alors, terrifié à l'idée de le voir disparaître, avalé lui aussi par la rivière qui faisait indifféremment ventre du bon comme du méchant, il le tira du courant. Ce ne fut que lorsqu'il l'eut posé sur le chemin, à côté de la Roussotte agenouillée, qu'il réalisa n'avoir utilisé que son seul bras droit. Ça lui tordit les tripes et lui serra la gorge tant il comprenait ce que cela signifiait. Alors que Séverin se redressait un peu, prenant appui sur un coude, trempé et transi comme un chaton à moitié noyé, il porta sa main gauche à la rencontre de sa droite. Il ne fut même pas surpris de la trouver énorme, velue et plantée de doigts interminables s'achevant en 5 longues griffes cruelles. Il se força au calme, ravala à grand renfort cette boule qui lui montait du ventre. Tel un naufragé se raccrochant à un maigre espar de bois, il replanta son regard sur le bracelet de Thierry. Ce fut moins douloureux cette fois-ci. Il sentit bien quelques phalanges et quelques os craquer pour retrouver leur place première au bout de son bras, mais ce fut tout. Il retint pourtant une grimace. L'instant suivant, c'était fini. Enfin, presque fini, car tout au fond de lui, temporairement calmé mais pas encore assagi, il entendait le rire moqueur du Galou. Hier encore, il en aurait tremblé, se serait peut-être effondré de se savoir ainsi hanté, mais pas cette nuit. Il est un degré de peur où on finit par ne plus la sentir, et la peur, cette nuit,
Ils en avaient tous fait indigestion. Il serait toujours temps de s'angoisser demain. Séverin, claquant des dents à croire qu'une pleine famille de pivers lui nichait dans la bouche, demanda inquiet. Où est-il? Ça lui fit presque du bien à Louis d'oublier son démon en parlant d'un autre. La rivière l'a emporté. Tu l'as bien eu, celui-là. Séverin, qui n'avait toujours pas lâché la dague de Thierry et la serré dans son poing, à l'y en croire soudé, acquiesça. J'aurais préféré la lui planter en pleine poitrine, mais il était trop. Un long frisson le parcourut, pas uniquement dû à ses habits trempés et au froid nocturne. Tu as entendu ce cri qu'il a poussé, c'était. Il ne put en dire plus. Les mots le fuyaient, mais Louis comprenait très bien. Celui-là, quel qu'il fût, s'il ne venait pas des enfers, il en était voisin. Louis espérait sincèrement que le courant l'avait emporté, si bien secoué et cabossé contre les rochers qu'arrivé à la vallée, il n'en resterait rien. Il n'y croyait pas trop. Pour en avoir fait l'expérience lui-même dans son combat contre la Malbeste, il savait bien que les diableries avaient la peau dure. Séverin le tira de ses pensées. Qu'est-ce qui... Il dut s'y reprendre à 2 fois, tant ses mâchoires s'obstinaient à s'entrechoquer. Qu'est-ce qui a effrayé le cheval? Louis, pour le coup, avait oublié ce détail. Pourtant, c'était bien à cette intervention providentielle, autant que mystérieuse, qu'il devait d'avoir la vie sauve. Il s'en souvenait bien, pourtant, de ce petit froissement sec et pressé, ce grouillement nocturne de forme agitée et volante qui s'était jeté sur le monstre, comme mouche sur miel à l'en étouffer. Ça lui avait bien rappelé quelque chose, mais son idée lui semblait si idiote, si saugrenue qu'il n'osait pas la prononcer de vive voix. Quelqu'un d'autre lui souffla la réponse. C'était moi, la Roussotte. Louis se retourna vers elle et lui préparait déjà quelques moqueries bien senties. Ce qu'il découvrit lui renfonça dans la gorge les mots qui lui glissaient déjà sur la langue et qui manquèrent l'étouffer. Car la jeune fille, quand elle ouvrit la main gauche qu'elle tenait fermée, révéla à ses yeux une petite boule de poils en désordre, plantée d'oreillons en trompe et enveloppée de 2 ailes de cuir fripé. Une chauve-souris. Louis, qui la soupçonnait déjà à diablesse et en avait maintenant preuve faite, s'écria. « Toi? C'est toi qui les as appelés ?» Avec un sourire d'excuse, elle hocha la tête, ses boucles de cuivre sombres vinrent lui manger la figure. « C'est donc bien vrai que t'es un peu sorcière, la Roussotte. » Ça lui était sorti du gosier sans qu'il prenne le temps de réfléchir, Louis. Et pour le coup, il ne pensait pas à mal. Mais rien qu'à voir la flambée qui monta soudain jusqu'aux yeux de la Roussotte, il comprit qu'il aurait mieux fait de se manger la langue. « M'appelle pas comme ça. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas. » Il l'avait blessé, c'était évident, même s'il ne comprenait pas bien pourquoi. Pour la première fois de sa vie, il faisait la cruelle expérience de ce qu'une fille déçue peut ruminer de colère. Et puis pour ce qui est des maléfices, tu es mal placé pour me donner des leçons, Louis le Galou. S'entendre jeter au visage, et de si belle manière, par cette 3/4 sorcière qui s'y connaissait en diablerie, sa frayeur la plus profonde, ça le frappa comme une gifle. Il se sentit monter une bouffée d'indignation et de fureur, d'autant plus que ce surnom. Il ne savait pas pourquoi, mais il pressentait déjà qu'il le garderait. Ça lui démangeait la langue de lui clouer le bec, à celle qu'un instant auparavant il avait tenue dans ses bras comme la plus précieuse des merveilles. Il ne savait pas ce qui allait sortir de son chaudron à médisance, mais certainement pas du très joli. Séverin, sentant ce qui montait entre ces deux-là, décida d'intervenir. Il avait toujours eu le chic pour se fourrer dans les bagarres des autres. Le miracle, c'est qu'il arrivait toujours à calmer les plus acharnés à se nuire. Peut-être aussi sentait-il que l'agressivité de ces deux-là, montés l'un contre l'autre comme volailles furieuses, cachait quelque chose de plus profond qu'il ne fallait pas laisser gâcher. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça les doucha pour le compte, les deux enragés. Et c'était bien vrai que la question, pour simple et banale qu'elle fût, prenait, à cet instant, un caractère d'urgence. Ils se trouvaient tous trois seuls au milieu des bois, dans la nuit glaciale là où gelait sur pied, et ceux qui, sur cette terre, se rapprochaient le plus du diable, avaient décidé de les poursuivre. Curieusement, ce fut la Roussotte qui répondit, sans une hésitation. Le Galou blanc a dit qu'il fallait se rendre à Aurillac, qu'il nous rejoindrait. Il sait ce qu'il fait, le mieux reste de l'écouter et de suivre ses ordres. Louis lui aurait bien trouvé quelque objection, mais quelque chose dans ses paroles le choqua soudain. « Nous ? Tu as bien dit « nous » ?
Comme elle ne répondait rien, buté, il poursuivit. Mais tu ne viens pas avec nous, la Roussotte, tu n'as rien à voir là-dedans. Rentre chez ta grand-mère et... Il aurait bien voulu se montrer plus hargneux soudain, mais l'éclat un peu humide qui brillait dans l'œil de la petite sorcière l'en empêchait. Garce de drôlesse, elle vous émoussait même les plus belles des grognes avec leur minois en malheur. Pourquoi voulait-il la renvoyer d'ailleurs? Parce qu'elle l'exaspérait avec ses humeurs et son caractère impossible? Un coup tout sourire, un coup toute griffe? Il n'y croyait pas lui-même. Tout au fond de lui, ce qu'il y avait de meilleur, de moins planté d'égoïsme, le poussait à la renvoyer chez elle, pour la mettre à l'abri de ce qui les pourchassait. Seulement, elle était têtue, cette souffrée de rouquine, et il pressentait déjà qu'il aurait Luteven. Et pourquoi crois-tu que je suis ici? Sa voix enfla soudain, se mêla d'accents plus riches que ceux d'une simple gamine. Je te l'ai déjà dit, Louis le Gallou, nos destins sont liés. Tes épreuves seront les miennes, je l'ai su dès que je t'ai rencontré. Ça aurait pu passer pour la plus enflammée des déclarations d'amour. La Roussotte dut s'en rendre compte car elle s'empressa d'ajouter. Et crois pas que ça me fasse plaisir, espèce de sale gougnafier. Mais c'est comme ça, j'y peux rien, toi non plus d'ailleurs. Elle parut réfléchir un instant et ajouta, railleuse. Et puis sans moi, qu'est-ce que vous deviendriez? Si j'avais pas été là, vous seriez déjà mort, ou pire encore. Il ne se serait pas retenu qu'il en aurait braillé comme un putois, Louis, et ce d'autant plus qu'elle ne faisait que dire la vérité. Seulement, sous la couche de colère protectrice qui lui faisait armure, très égoïstement, il était content qu'elle vienne. Séverin, les pieds bien sur terre et qui commençait à geler sur place dans ses vêtements trempés, les pressa. Vous faites ce que vous voulez, mais vite, je suis glacé, moi. Louis se trouvait de nouveau au pied du mur. Il se sentait tiraillé entre deux décisions. Une partie de lui-même le poussait à fuir au plus vite ce lieu hanté, à mettre Séverin et la Roussotte en sécurité, comme l'avait ordonné Thierry. C'était la logique et raison, et personne ne l'aurait contesté. Mais une autre part de lui-même, dans sa conscience, tirait à Hu et à Dia à hurler au scandale. Cette partie-là lui hurlait qu'il ne pouvait pas laisser Thierry, son oncle de sang, son bienfaiteur, aux griffes des monstres qu'il avait entrevus. Il devait lui prêter main forte. Il était bien près d'en faire part à Séverin et à la Roussotte, bien près de les planter là pour aller chasser aux côtés du Galou blanc, vaille que vaille. Mais un fait nouveau vint soudain changer la donne. D'en bas, là où le torrent rejoignait le cours plus paisible de la Jordanne, une voix s'éleva, vénéneuse à vous empoisonner les oreilles, sifflante comme une armée de vipères en furie et gratignant la soie noire de la nuit. Petite vermine, vous retrouverez péré pour ça. Ce n'était pas la peine d'être très malin pour comprendre à qui appartenait cette contrefaçon de voix humaine. Finalement, même cette goulue de cascade ne parvenait pas à digérer certaines viandes empoisonnées. La décision fut dès lors prise pour eux. Louis et la Roussotte, toute cœur et l'oublié, bondirent sur leurs pieds. D'un commun accord, ils attrapèrent Séverin par les épaules. L'un tirant, l'autre poussant, ils parvinrent à le faire avancer. Séverin se laissa faire, trop faible pour même protester. Dans la nuit, souillée de rouge et d'ombre, où ça vous vociférait en sifflant quelques malédictions et promettait des horreurs, à vous en donner 1000 années de cauchemars, ils s'en furent. La vallée, à cette heure, était aussi noire qu'un puits et bien plus froide. Au-dessus d'eux, un ciel lessivé de nuages, mais avare de clarté, n'offrait le réconfort d'aucun quartier de lune. Louis, pourtant, sans une hésitation, prit la tête de la petite troupe dépenaillée qu'ils formaient tous les trois, sans même songer à l'étrangeté de la chose, se dirigeant comme en plein jour dans le noir le plus complet du sous-bois, il les mena sans coup férir. Aucun des deux autres ne lui en firent la réflexion. Un moment, pendant qu'il marchait, pour les rassurer, alors qu'il lui demandait de ralentir le pas et de se méfier, il affirma qu'il y voyait très bien. Il s'étonna lui-même que la nuit soit si claire, en deuil de lune comme elle l'était, tourna la tête vers eux et les pria de lui faire confiance. L'un et l'autre se contentèrent d'acquiescer en silence, sûrs qu'il y voyait bien dans le noir le bougre. Ils en étaient persuadés. Aucun cependant n'eut le courage de lui faire savoir que ses yeux étaient jaunes et poinçonnaient la nuit de leur propre lumière, comme ceux d'un loup. Ils marchèrent longtemps. À la minuit, ils marchaient encore, trop fatigués pour penser à autre chose qu'à ces pieds douloureux qu'il fallait bien encore
poussés l'un devant l'autre sur la terre froide. Et là, d'un commun accord, le souffle court, ils s'arrêtèrent. Ils venaient de grimper un raidillon interminable sur un chemin sans nom, tout en ornières et pierreux à ventre pour vous briser les pattes, entre bruyère et genêt. Juchés sur une large table de pierre plate qui dominait la vallée, dénudés par le gel et polis par le vent, ils se serrèrent les uns contre les autres, l'humain, le galou et la sorcière, unis par une même fatigue, un même désarroi. Là, dos voûtés par la bise qui dévalait des montagnes pour leur saisir leur âble et leur mordre la peau du visage, ils se retournèrent pour accorder un dernier regard à leur pays. Les sommets se régalaient encore de ténèbres. Ils savaient si bien se confondre avec le ciel qu'un regard étranger ne les aurait même pas vus, tout drapés de nuit qu'ils étaient. Mais eux les savaient là où les étoiles s'éteignaient, soulignés par la faible phosphorescence fantôme de la brèche qui crachait sa malédiction lumineuse de l'autre côté. Là-bas, dans le cul-de-sac de ce bout de terre, recroquevillé entre rivière et rochers sur son nid de champs tonsuré, encore éclairé par l'incendie agonisant comme une nichée de champignons frileux, se trouvait Mandaille. À la faveur de quelques flamèches qui, traînardes, se disputaient ce qui restait de leur demeure, ils virent se découper le clocher du père Georges, surnageant sur une mer d'ombre embrumée. Cette ombre, elle entourait tout le hameau et, déjà, s'apprêtait à le gober avec une impatience gourmande, le dérober à leur vue, leur pays. Réalisant soudain qu'ils allaient le quitter pour de bon, ils sentirent, comme jamais auparavant, combien elle faisait partie d'eux-mêmes, cette garce de vallée, aussi sauvage et avare de douceur qu'une mère égoïste et possessive. Quand enfin ils se détournèrent et, se donnant la main, reprirent tous trois leur marche hésitante, ils en avaient des larmes dans les yeux. Ils ne savaient pas ce que leur réservait ce chemin, mais chacun d'eux savait ce qu'il laissait derrière lui. Son enfance. Tellement bien occupés par leurs tristes pensées, aucun des trois ne remarqua le corbeau qui, fixement depuis quelques minutes du haut d'un chêne rabougri, les lorgnait de ses yeux noirs et vides. La nuit les avala sans même un regret, petite silhouette humaine frissonnante, désemparée et solitaire en route vers quoi?